Oui, parce que j'y vois quelque part l'échec des négociations entre Américains et Russes, parce que il est vrai qu'à Munich, l'envoyé spécial du président avait expliqué très clairement que les Européens n'avaient aucune place à la table des négociations, les Ukrainiens peut-être, mais c'était pas acquis. Et donc là, on voit en effet des négociations qui n'avancent pas, alors que le président Trump était pressé et l'a fait savoir dans son programme sur lequel il a été élu. Et donc là, moi, je vois un échec de cela. Donc les Américains sont aujourd'hui dans une situation où ils se disent que peut-être que les Européens, finalement, pourraient jouer en effet un rôle. Peut-être un revirement. Alors. En effet, oui. Enfin, un revirement, non, je ne crois pas, mais simplement un chemin qui fait qu'ils voient que ça n'avance pas et qu'ils vont amener à eux d'autres acteurs. Que l'Union européenne ne soit pas invitée, je trouve que c'est parfaitement logique, d'autant que l'ami personnel du président Trump est là et que celui-ci a une détestation absolument phénoménale envers l'Europe, l'Union européenne. Il le dit et il le redit très clairement. Il peut avoir une relation bilatérale avec Madame Meloni. Je crois qu'il parle aussi au président Macron régulièrement. Mais l'Union européenne est détestable parce qu'elle représente les normes, elle représente tout ce qu'il n'aime pas. Et elle représente aussi également un concurrent qui doit payer aujourd'hui le prix d'avoir profité pendant longtemps collectivement des États-Unis. Donc, mais le fait que les uns et les autres se soient ajoutés au fil du temps, je crois, est dans le format même de ce qui se passe, c'est-à-dire que les Américains ont décidé de venir et puis les Européens, ne sachant pas exactement ce qu'il devait se passer, enfin ne connaissant pas, parce que là nous avons Monsieur Rubio et je veux dire son opposé quelque part, parce que Monsieur Rubio en effet est dans une logique plutôt d'apaisement, une logique diplomatique, ce qui n'est absolument pas le style de Steve voilà, absolument. Donc je crois que les Européens maintenant s'organisent, donc les Anglais parce que forcément ils sont très impliqués en Ukraine, et puis les uns et les autres, et puis de voir ce qui ressort finalement de ces discussions. Mais je crois qu'on en saura un peu plus ce soir ou demain. On espère. Et que à ce moment-là, on verra en effet si peut-être enfin les Européens jouent le rôle qui leur revient. Si nous sommes dans une logique d'une paix durable et non pas simplement d'un cessez-le-feu qui permettra à Donald Trump de prouver qu'il avait raison, il a été capable très rapidement de régler cette affaire qui ne l'intéresse absolument pas et de passer à autre chose. Mais pour nous, je crois que le sujet est appréhendé totalement différemment. Alors c'est différemment. Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est à chaque fois que des négociations en direct ont lieu entre Américains et Russes, on se rend compte que finalement les éléments de langage de la propagande russe se retrouvent dans les prises de parole des Américains qu'ils ont rencontrés. Et je trouve ça très très inquiétant, comme si les Russes étaient en capacité de convaincre en effet les Américains, puisque je crois que même le président Trump est allé très loin dans sa description de M. Zelensky et de ce qu'était en fait l'Ukraine, qui était à l'origine, ils sont même allés jusque-là, la cause de cette guerre. Donc le fait que les Américains viennent enfin en Europe, en tout cas discuter avec nous, je pense que c'est une bonne chose de pouvoir leur donner un autre récit. Après, faire pression sur nous, je pense que ça va être très compliqué parce qu'il y a une vraie détermination et qui continue à exister. Il suffit de faire la tournée des capitales européennes ou simplement des médias nationaux de ces pays pour voir que l'Europe reste unie dans son soutien à l'Ukraine et ne lâchera pas avec des pays comme la Pologne et d'autres, le Royaume-Uni, alors je ne parle pas simplement de l'Union européenne, de l'Europe, je parle de l'Europe. Les pays scandinaves restent absolument déterminés, enfin, ils sont quand même assez nombreux à avoir une frontière avec la Russie, et de voir dans la résolution de ce conflit l'avenir qui peut leur être réservé à eux, directement, avec une menace qui ne cessera d'exister venant de Vladimir Poutine, qui aura peut-être des velléités similaires envers leur propre pays. Donc là, c'est une menace existentielle pour les Européens que les Américains n'ont pas intégrée, parce qu'ils sont dans un deal, voilà, on tourne la page de cette affaire, on va essayer de récolter ce qui est intéressant pour nous, c'est-à-dire les ressources naturelles
ils ont les mêmes velléités envers les Canadiens, le Groenland et ainsi de suite. Voilà, donc les Américains sont dans leur logique. America's First, c'est nous pensons à nous-mêmes et le reste du monde. Et l'Europe ne craquera pas. C'est un élément, je pense, très très fort pour l'unité européenne. Pour l'unité, absolument, je suis d'accord avec vous. Parce que il y a l'aspect commercial, bien sûr, qui peut nous faire souffrir avec les droits de douane et ainsi de suite. Mais je crois que nos partenaires européens ne se remettent pas de l'idée que les Américains peuvent les lâcher, surtout pour ceux dont le concept de défense ne peut pas se penser en dehors des Américains, qui sont présents sur leur sol, qui les ont formés, qui leur ont apporté une défense alors, nucléaire jusqu'à présent, parapluie nucléaire et autres. Et donc aujourd'hui, c'est cet élément-là qui fait que, d'abord, il y a une perte de confiance. Il suffit de parler à quelques amis danois, ils vous disent, mais nous ne pouvons plus faire confiance aux Américains. Et c'est dramatique pour eux, le meilleur élève de la classe qui se retrouve aujourd'hui sous pression maximale. Donc, c'est un élément d'unité sur lequel nous devons compter, sur lequel nous devons nous appuyer pour justement faire que cette Europe puisse résister. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des velléités quand même impérialistes des uns et des autres. Les Américains ne sont pas en reste pour aller chercher des terres rares, parce que la guerre commerciale avec le Canada, c'est pas du tout ça. Ils veulent simplement mettre la main sur les ressources naturelles. Donc cette guerre, l'eau notamment, contre la Chine, où ils pensent que les Chinois ont pris un tour d'avance, notamment en Afrique et dans tout un tas de pays, où aujourd'hui, ils ont créé des dépendances en matière de terres rares et de ressources naturelles. Et les Américains sont dans cette course effrénée pour essayer de rattraper le temps. Moi, je pense que Vladimir Poutine... Alors, il y a M. Lavrov aussi, qui joue. Alors, il y a le commerce, et puis il y a quand même la politique de très, très haut niveau. De la diplomatie. Dans les négociations. Mais je crois que Vladimir Poutine joue une autre carte. Je ne pense pas que la Chine soit son partenaire privilégié ou qu'il ait envie de rester. Aujourd'hui, c'est un mariage forcé, mais dans lequel la Russie a été forcée. Ok, mais je pense que dès qu'ils peuvent en sortir, il le fera. Et donc là, en se disant que si les sanctions sont levées grâce aux Américains, il y aura quelques gages en retour, parce que les Américains auront peut-être accès aux ressources russes de façon privilégiée. Il faut savoir quand même que ce pays regorge de gaz, de pétrole et de toutes sortes de choses dont les Américains ont aussi besoin. En tout cas, qu'ils ne veulent pas que ces ressources aillent aux Chinois. Donc, il peut y avoir aussi ce partenariat qui fait que ça aide la Russie à se sortir de... Voilà, je l'appelle un mariage forcé, finalement, avec la Chine. Et puis, ne pas oublier que Vladimir Poutine a beaucoup perdu, beaucoup donné sur le plan financier et humain dans cette guerre, et qu'il ne peut pas... Cette guerre ne peut pas se terminer pour lui en montrant qu'il n'a pas gagné. Donc il est forcé quelque part de faire la démonstration que oui, les centaines de milliers de morts russes valaient la peine parce qu'il y a eu la victoire, gagné la grande victoire. Et c'est affreux parce que quand on a compris ça, on comprend en effet qu'il ne lâchera pas. Et c'est ce que vous avez dit très clairement. Il ne peut pas lâcher. Oui, certainement, mais je pense que c'est malvenu parce que c'est donner raison à Donald Trump. Dans la brutalité avec laquelle il avance, sans concertation. On voit bien quand même qu'il y a beaucoup de travers et beaucoup d'économistes aujourd'hui analysent très finement les décisions qui sont prises et font la démonstration que finalement ça ne va pas aller dans le bon sens, enfin en tout cas pour nous certainement, mais peut-être non plus pour les États-Unis, qu'il y a quand même des effets secondaires qui seront très importants à gérer, notamment l'inflation, peut-être une récession et ainsi de suite. Mais là, on a simplement l'expression d'un homme d'affaires qu'il faut entendre. Il faut entendre son appel et le prendre comme tel, qui fait la démonstration que sur le plan des investissements, sur le plan industriel, les mesures qui sont prises vont dans le bon sens, pour que, en effet, les États-Unis soient attractifs, parce qu'il y a une guerre commerciale, mais derrière cela, il y a aussi une guerre monétaire. Peut-être qu'on en parlera à un moment, avec quand même une volonté de voir le dollar baisser et donc de pouvoir exporter plus. Donc, en fait, c'est un package complet, une énergie peu chère,
une législation très très souple pour les entreprises, le droit du travail et ainsi de suite. On voit les licenciements. Le lendemain, les gens cherchent un autre travail aux États-Unis. Enfin bon, et donc tout cela est très attractif avec la possibilité de faire de l'argent, et une entreprise privée a quand même cela comme objectif premier. Donc il faut le prendre comme un appel. Oui. En effet, il y a quelque chose à faire. Je pense que il faut faire très attention de ne pas donner raison à M. Trump. Et donc, moi, je serais plutôt dans une position de fermeté, telle que l'expriment, par exemple, les Canadiens ou d'autres. Exactement. Et de résistance. Voilà. Et on voit bien mais en même temps, de combiner les trois et surtout de ne pas négliger le fait que les États-Unis sont incroyablement attractifs pour des investisseurs et des industriels français. Et d'ailleurs, certaines entreprises françaises investissent massivement aujourd'hui aux États-Unis. Emmanuel Macron qui avait lancé cet appel justement aux investisseurs. C'est pour ça qu'il les a réunis à l'Élysée, bien sûr. Mais alors, il y a juste un élément qui pourrait jouer en notre faveur, c'est l'imprévisibilité du président Trump qui, en effet, met tout en place, mais qui demain pourrait se retourner. Et cette instabilité et cette imprévisibilité fait que les investisseurs pourraient se dire qu'ils peuvent faire peut-être de l'argent, beaucoup d'argent, mais ils peuvent peut-être le perdre aussi rapidement. Nicolas Goss, oui et non. Non, parce que cela fait très longtemps que le principe de se reconcentrer sur l'Amérique existe, quels que soient les présidents. Donald Trump en a fait un slogan, America's First, mais enfin, si vous regardez ses prédécesseurs, ils avaient tous quand même cette volonté de réindustrialiser, de défendre les intérêts. Toutes les lois extraterritoriales, ITAR, tout ce qui a été mis en place était au bénéfice des États-Unis seulement, sans se préoccuper de l'impact que cela pouvait avoir sur leurs alliés. Bon, non, les Américains sont dans la même logique, avec le fond est le même, la forme est différente. Voilà, peut-être le résumer à cela. Après, oui, dans le sens qu'il se pose des questions quand même sur l'impact que ça peut avoir en retour. C'est-à-dire, en effet, d'acheter des produits plus chers, ce qui était quand même l'élément principal de la campagne qui a été menée, justement, et c'est ce qui était reproché à Joe Biden, alors que celui-ci avait progressé, sur l'inflation commençait à baisser. Nos économistes, le chômage avait très largement diminué, le taux de croissance était formidable, il était sur cette trajectoire-là, mais les Américains avaient la perception qu'ils payaient tout trop cher, et que l'inflation était trop élevée. Donc, là, il y a ce phénomène-là où, en effet, ces droits de douane vont forcément avoir un effet mécanique d'augmentation des prix. Et comment cela va être perçu par les Américains, je pense de façon plutôt négative, puisque c'est en effet un élément très important pour eux. Mais il y a un poids là. Il y a un poids de Bernard Arnault. Il a du poids. Alors il connaît. Oui, absolument. Mais enfin, il connaît Donald Trump. Il connaît le président de la République française. C'est une voix qui peut porter. Oui, mais moi, je pense que cette annonce tombe au mauvais moment et que, en effet, ça fait partie de ce que l'on peut peut-être imaginer dans le long terme, mais peut-être que M. Arnault fait un mauvais choix parce que si les courbes, en effet, s'inversent, ce qui vient de nous être démontré, si vous ajoutez les 8% français et les 17% européens, nous sommes à peu près au niveau du marché américain. Donc, si le marché américain diminue, en fait, M. Arnault aura un marché européen beaucoup plus porteur pour ces produits, avec l'excellence que l'on connaît des produits du luxe français. De luxe français. Et là, il faut qu'il fasse très attention, en effet, que cela ne soit pas entaché et qu'il tombe dans une sorte de prêt-à-porter, qui est l'opposé de ce qu'il fait. Voilà. Les premiers marchés.